Bonjour et bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va. Une super belle journée aujourd'hui. Là. Il a fait un beau 25 degrés. Oui, on est au mois de mai, hein, c'est ça? C'est ça, non? C'est une des premières vraies bonnes. Là. Il annonce encore la même chose demain. Fait que c'est cool. Les terrains de tennis sont ouverts. Belle journée dehors. Fait que ça va super bien. Toi, ça va? Oui, ça va très bien, malgré que ce ne soit pas Pâques et qu'on parle du film de Long Good Friday ou le long vendredi saint, qui est un très bon film, c'est ça. Donc c'est parce que là on a changé les rôles là, fait que je m'en allais commencer à parler, mais je peux pas, non, c'est pas à moi. C'est ma section. Ben, je te passe le melon. Cette voilà. fois-ci. Oui, donc c'est ça, The Long Good Friday, qui est le numéro 26 de la collection. On commençait ça avec la fiche technique. Donc réalisateur John Mackenzie, c'est son seul film dans la collection, fait qu'on peut déjà lui dire adieu. Mais c'est tout un film, là. Il y a eu une belle renommée, on va pouvoir y revenir plus tard. Donc, John Mackenzie, qui a commencé sa carrière, en fait, là, comme assistant directeur de Ken Loach. Oui, un grand réalisateur irlandais. Il y a quelques films aussi dans la collection, là, mais là, je pense qu'il a pris sa retraite cette année. Il fait plus de films, là, mais il est assez âgé. Là, mais... honnêtement, je le sais pas. Je sais que t'as pas vu de ses films, je pense, là, mais dans la collection, il y a au moins I, Daniel Blake, qu'on possède, mais pas l'édition Criterion. Moi, j'ai vu à Cannes Sorry We Missed You, qui était très bon, puis qu'il aurait pu passer au Festival Cinéma du Monde, mais finalement, c'est ça, avec la pandémie, tout a été annulé. Ce qui est dommage parce que j'ai vraiment aimé ça. C'est sur, puis c'est d'actualité en plus, là, c'est sur la livraison, en fait, le transport de matériel. Donc, un peu à la UPS ou... pas Amazon, mais en tout cas Pure Later, Budget, whatever. Mais non, c'est un très bon film. C'est un réalisateur engagé. Mais bon, on parle de Mackenzie ici, on pourra parler de Loach en masse. Ben c'est ça, donc assistant là, de Ken Loach sur, on dit notamment Up the Junction et Katie ou Katie. Katie Come Home en 65 puis en 66. Après cette petite période-là, il a dirigé quand même plusieurs épisodes de séries de télé. En 1979, il réalise A Sense of Freedom, qui est un succès du côté britannique, qui va être nominé au BAFTA, puis qui se rend à la télévision aux States, dans le fond, télévision américaine en 85. Puis son film The Long Good Friday, qui vient quasiment juste après, là, en 1980, va le surpasser. The Long Good Friday va être un succès phénoménal britannique, puis lui ouvre le marché américain, finalement. Puis avec cette renommée-là, il va décider de réaliser The Honorary Consul, qui est adapté d'un roman. Il va retravailler avec dans le fond, Bob Hoskins, qui est l'acteur principal de The Long Good Friday, mais aussi avec Michael Caine, puis aussi Richard Gere. Fait que c'est pas rien là, pour un quasiment deuxième film, dans le fond, là, troisième en fait, mais c'est pas rien. C'est ça, puis son plus grand succès du côté américain, c'est Ruby, donc peut-être t'en as entendu parler. Mais... oui. Non, en fait, c'est un biopic là, sur Ruby, qui est l'homme qui a assassiné Lee Harvey Oswald. Je confonds, je pensais que c'était un film de football, en fait, avec Sean Astin, mais je dois ça s'appelle pas Ruby aussi? Je ne sais pas de quel film on parle, mais on est quand même tôt là, dans les années 80, fait que... c'est les 90, je pense pas que... c'est peut-être même pas dans les années 80. En fait, tu vas faire la recherche pendant qu'on en parle. John Mackenzie est mort en 2011. Donc, c'est un film de John Mackenzie de 1980. Il est sorti en novembre 80 au British Film Festival, mais officiellement au Royaume-Uni en mars 81. Donc, pays d'origine Royaume-Uni. C'est un film qui est du genre mystère, drame, crime, un petit peu de tout ça mélangé. Mafia surtout crime, c'est ça. Crime and Gangster, comme on appelle. Exactement. Un petit follow-up, et c'est Rudy, qui est avec Sean Astin, et qui est un film de football. En 93, je vois, donc c'est ça. Mais c'est pas Ruby, fait par John Mackenzie, désolé. Bon, on était si près, ça aurait pu. Je pense qu'on peut te comprendre, puis te le donner quasiment. Donc, The Long Good Friday, c'est un film de 114 minutes, format couleur 1.77.1. Son producteur est Barry Hudson. J'avais pas vraiment d'informations sur lui. Scénario de Barry Keefe, qui a gagné le meilleur film en 83. Fait que c'est un peu tard pour The Long Good Friday.
Il a fait par contre énormément de théâtre, de radio-roman, de films et de télé. Barry Keefe. La musique est de Francis Monkman, pas vraiment beaucoup d'informations non plus. Directeur photo Phil Meheux, M-E-H-E-U-X. Ouais. Quasiment Maheu, ben, c'est ça, ben, avec un X quand même, qui lui a été pour sa part nominé pour un BAFTA en 2006 pour le très grand Casino Royale. Avec Daniel Craig. Oui. Il a retravaillé avec Mackenzie pour Ruby en... Ah, c'est 92 en plus. Non, ça aurait pu. Ça Ruby 92, et non pas confondre avec Rudy en 93. Ben voilà, tout le monde va les confondre. Il a travaillé aussi sur GoldenEye en 95, Bicentennial Man en 99, Around the World in 80 Days en 2004, Les Schtroumpfs 1 et 2, Le Chihuahua de Beverly Hills et Bob l'éponge, le film. Une carrière qui pique du nez. On voit qu'il y a des élans dans sa carrière. On est dans un roller coaster. Il va sûrement faire Show Dogs 2 bientôt, puis quelque chose comme ça. Fait que tu sais, c'est varié, disons, sa filmographie. Montage de Mike Taylor. Studio Black Lion Films et Handmade Films. Budget que j'ai trouvé pour celui-ci de 930 000 livres, ce qui est pas beaucoup. C'est comme 2 millions, mettons, là. Peut-être même moins que ça. C'est quand même un budget modeste. Par contre, j'ai pas le box-office, donc c'est plate, j'avais le budget. Mais bon. Distributeur Paramount British Pictures. Puis, ce film-là a gagné quand même plusieurs choses, là. Il a été nominé au meilleur acteur, mais il a été nominé dans la catégorie meilleur acteur au BAFTA en 82 pour Bob Hoskins, évidemment. Il a gagné meilleur film au Edgar Allan Poe en 83 et il a gagné meilleur acteur au Evening Standard British Film Awards en 82, pardon. Donc voilà pour sa fiche technique. L'édition Criterion, je vais aller chercher ça tout de suite. L'édition Criterion, dans le fond, le film est out of print. Puis il y avait pas grand chose là, comme features. Là. En fait, il y a juste les bandes annonces américaines et britanniques originales. Puis ben évidemment, comme tous les autres Criterion, une nouvelle couverture. Donc c'est très peu. Ouais. Donc, distribution, ben c'est ça, Bob Hoskins que t'aimes bien, toi. Oui, c'est un acteur que j'apprécie particulièrement parce que ben, il a joué dans le plus grand film de ma vie au complet, qui est Capitaine Crochet. Il jouait le rôle de Mouche, donc Smee, dans Hook en anglais. Donc c'est l'assistant là, du capitaine, qui est joué par Dustin Hoffman, mais bon. Puis il a aussi joué Mario Bros, puis plein d'affaires. Une grosse carrière. Non, mais honnêtement, tu sais... Il a joué dans Roger Rabbit, là, qui selon moi est le meilleur film de sa filmographie. Oui, mais il a aussi joué dans Brazil, que t'as bien aimé. Vrai, mais il joue pas un gros rôle. Mais écoute, je vais y aller en ordre. Donc, Bob Hoskins, qui est le personnage principal de Harold. Bob Hoskins, né en 1942. Il était dyslexique parce que Bob Hoskins est décédé récemment, là, en 2014. Il était dyslexique. Les gens, quand il était petit, dans le fond, le trouvaient un peu stupide, un peu lent. Donc, à 15 ans, il décide de quitter l'école pour travailler dans des trucs un peu plus manuels, là, comme plombier, laveur de vitres, chauffeur aussi. Il a commencé sans jamais terminer, par contre, un cours de comptabilité de 3 ans. Puis... il commence une carrière au théâtre en 68 en jouant un servant dans Roméo et Juliette, dans le fond. Fait que c'est un petit rôle, mais quand même, Roméo et Juliette. Il va auditionner par hasard, dans une pièce de théâtre en attendant un de ses amis acteurs. Il y a quelqu'un qui lui remet un script et qui dit « Ok, ben c'est toi le prochain ». Mais lui, il était juste là pour récupérer son ami, donc il auditionne, c'est ça, par hasard. Puis ben on le trouve naturel, on le trouve brillant sur scène et on lui donne un rôle. Puis ça disait aussi que son ami, par la suite, va devenir sa doublure. Donc c'est quand même pas rien. Finalement, je sais pas comment lui il a pris ça là, de l'autre côté, mais parce que le nom, je m'en rappelle honnêtement pas, puis je l'ai pas noté, mais c'est pas un nom qu'on connaît là. Fait que voilà. On connaît juste la doublure de Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est certainement. Que voulez-vous? C'est Brad Pitt Léo là, on avait compris. C'est avec The Long Good Friday que sa carrière commence vraiment là au cinéma, puis ensuite ben c'est ça, il joue dans Brazil, qui est un autre Criterion. Hook en 91 avec Robin Williams de Spielberg, Neverland en 2004 je crois, Enemy at the Gates, Spice World quand même. Écoute,
en 96, rien de moins, ou Frame Roger Rabbit qu'on a déjà mentionné. Il aurait pu être dans The Untouchables de Brian De Palma. Dans le fond, il aurait dû avoir le rôle de Robert De Niro, puis Brian De Palma lui a dit, dans le fond, si Robert De Niro le prend pas, c'est toi que je prends. Puis finalement, Robert De Niro a accepté et Brian De Palma a envoyé un chèque de 20 000 $ à Bob Hoskins pour le remercier. Donc voilà. Toute sa vie, il a dit qu'il avait regretté d'avoir joué dans Mario Bros. Il savait même pas que c'était un jeu vidéo quand il a joué dedans. C'est son petit-fils. Il a pas fait de recherche, lui, là. Non, c'est ça. C'est son petit-fils qui a annoncé ça. Puis, c'est ça. Il a regretté ça. Il disait qu'il passait la moitié de son temps sous à se promener dans des cartes de golf avec son co-star qui était Luigi, dans le fond. Fait que. Il n'y avait pas de nom d'acteur. Il a casté Luigi. Non, mais je veux dire, avec le gars avec qui il jouait, mais honnêtement, c'est pas une information qui est importante. Non, je sais pas. Pour ça. Il a été diagnostiqué avoir la maladie de Parkinson en 2011, puis en 2012 décide de cesser sa carrière justement à cause de ça, puis il est mort en 2014. Il y avait aussi dans ce film-là Helen Mirren qui joue Victoria. Helen Mirren qui est assez connue quand même, un peu partout aussi. Donc elle est née en 1945. Elle commence sa carrière au théâtre dans le rôle de Cléopâtre, donc encore une fois assez big. Elle joint la Royal Shakespeare Company en 75 avec Jeremy Irons et plusieurs autres acteurs aussi. Là, plusieurs, mais pas tant que ça. Plusieurs, mais il y en a quand même une bonne trentaine. Là, je te dirais là, sur la liste. Il y avait 9 hommes en fait. Fait que je sais pas au côté féminin. Non, mais il y en avait quand même plus que ça. Si on fait une petite recherche, là, en tout cas, bref, elle fait partie des quelques acteurs qui ont remporté le Big Three là, en acting, dans le fond. Donc, un Tony au théâtre pour The Audience, un Oscar au cinéma pour The Queen, et elle a eu 4 fois un Emmy pour meilleure actrice, donc Emmy télé, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que mais il y en a quand même, tu sais, on regarde la liste présentement, tu vas même les compter. Mais il y en a une bonne trentaine au moins, là. Ou peut-être pas. 24, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, mais elle fait quand même partie il y a juste 9 hommes, ça veut dire de ces acteurs-là. Donc, voilà. Et là-dedans, il y avait aussi, je te l'avais dit pendant que je faisais la recherche, il y a aussi Vanessa Redgrave, qui est la fille de Michael Redgrave, qui jouait dans The Lady Vanishes. Ça remonte à loin, là, mais tout est dans tout, comme on dit. La plus récente, je vois ça, la plus récente, c'est Glenda Jackson, avoir remporté les 3. On sait pas c'est qui, parce que son Oscar, elle l'a eu en 71, son Emmy en 72 et son Tony en 2018. Fait que, voilà, mais il y a Viola Davis juste en haut. Ouais, donc, les autres, on sait tout à peu près c'est qui. C'est juste la plus récente, c'est Glenda Jackson. Mais je suis sûre que si on va voir, ça nous dit absolument rien. Non. Mais bon. Donc, Helen Mirren qui a remporté, c'est ça, le Big Three. Elle a remporté aussi 3 BAFTA consécutivement, dans le fond, 92, 93 et 94. Puis vous avez pu la voir probablement dans Fast 8, Hobbs and Shaw, The Queen, Taken, Calendar Girl, Gosford Park, Caligula ou même Red avec Bruce Willis. Donc elle joue dans Fast and Furious la mère de Shaw, je pense. C'est Madeleine Shaw, son nom. Fait que ça aurait beaucoup de sens que ça soit. On s'est pas rendu là. On a essayé de les écouter, mais c'était pas le fun. C'était une aventure le fun. On est rendu au 8 là. Fait que il nous reste le 8 puis Hobbs and Shaw, mais on s'est découragé. Puis d'habitude, on est capable de tout écouter, là. C'est parce que c'est pas plaisant, là. Il y a pas. En tout cas, c'est peut-être nous qui étions pas dans le bon mood, là. Mais on a fait ça dans le temps des fêtes, là, quand on avait rien d'autre à faire. Puis non, ça a pas fonctionné tant que ça. Puis les posters du 9, là, les posters de promotion du 9 nous ont un peu. Il a été malheureusement retardé d'1 an à cause de la COVID. Mais écoute, c'est dommage. On ira peut-être le voir au cinéma. Ça va nous laisser le temps de l'écouter dans le prochain temps des fêtes, qui sait. Ben voilà. Dans le film, il y avait aussi un petit rôle tenu par Pierce Brosnan qui était dans le fond dans son premier rôle au cinéma. Il avait fait un TV movie la même année, mais The Long Good Friday, c'est sa première apparition au grand écran, puis il avait 27 ans dans ce rôle-là. Il a l'air vraiment là, d'un tout jeune Tom Cruise. Il est minuscule et... moi je trouvais qu'il ressemblait à son James Bond là, vraiment, surtout pour une des scènes où il tient un fusil là, il a vraiment l'air, en plus c'est un fusil avec un silencieux, fait que ça fait très James Bond là, mais moi je le voyais aussi, il dit pas un mot ou à peu près pas là, de tout le film là, mais
Non, je comprends le casting. Il y avait déjà l'attitude même à l'époque. Mais mes souvenirs de James Bond, Pierce Brosnan, il était quand même, il était quand même beaucoup plus vieux que ça. Il avait dans cinquantaine certains. Ben, c'est juste 16 ans après ça. Ben, c'est ça. Ça fait 43. C'est ça. Pour le premier, là, pour GoldenEye. Ouais. Après ça, il en a fait jusqu'en 2002, 2003. Mais bon, il jouait un petit rôle d'assassin dans ce film-là. Puis on a, bien sûr, je l'avais mentionné au dernier épisode, je crois, Eddie Constantine, qui joue un petit rôle d'un Américain, dans le fond, qui veut investir dans l'espèce de business de Harold. Là. Donc, ils vont le sortir un peu partout, l'impressionner, l'amener manger au resto, le sortir en bateau, puis tout ça. Donc, Eddie Constantine, qu'on a vu, c'est ça, dans Alphaville, qui était le dernier, en tout cas, le numéro 25 de Criterion, où il jouait le rôle titre de Lemmy Caution. Faisait la narration et tout ça, donc... non, mais il faisait une partie de la narration. Il y a Alpha, mais il y a... Ah, ben oui, mais il jouait Lemmy Caution. Oui. Oui, c'est ça. Donc, The Long Good Friday, en fait. De quoi ça parle? On a eu un peu de misère à suivre, là, j'avoue, parce que on l'a écouté sur la plateforme de streaming de Criterion, mais il n'y avait pas de sous-titres. Puis comme c'est un film britannique, il y a des accents quand même assez forts. D'ailleurs, je vais revenir sur les accents, mais je vais essayer de résumer autant que possible. Donc, c'est un homme de main qui est nommé Colin, qui livre une mallette remplie d'argent dans une maison de Belfast, en prenant au passage une partie de la somme. Les gens réalisent que de l'argent manque, mais ils se font attaquer avant de pouvoir réagir à ça et meurent. Donc, ça, c'est pas mal l'introduction du film. Là, peu de temps après, Harold Shand, donc Bob Hoskins, revient à Londres de son voyage aux États-Unis. C'est un gangster, en fait, Harold Shand, qui tente de devenir légitime et qui veut faire un partenariat avec la mafia américaine qui est menée par Charlie, donc Eddie Constantine, pour se lancer dans le développement immobilier aux London Docklands, qui sont essentiellement les berges de la Tamise dans le West End, je crois, ou le East End de Londres. Voilà, par contre, il est déstabilisé, Harold, alors qu'il apprend que son chauffeur meurt dans une explosion de voiture, puis que Colin, son deuxième, disons, est poignardé dans une piscine là, municipale, quelque chose comme ça. C'était comme une espèce de spa, je pense que c'était un gym, puis... il y avait des piscines. Oui, mais... À la Cité des Arts, là, il y avait des films. Ben oui, c'est ça, exact. Donc, c'est ça, puis les bombes, en fait, elles semblent le suivre, Harold, alors que l'une d'entre elles explose dans un restaurant où il allait manger avec justement Charlie et sa femme, et il y en a une qui va être défectueuse aussi, qui va se trouver dans l'un de ses casinos. Donc il comprend pas trop vraiment qui veut l'attaquer. Lui, il revient de voyage tout bonnement, puis c'est ça, il comprend pas trop. Donc le film se concentre un peu sur cette recherche-là des coupables et surtout des motivations qui les habitent. Il doit aussi faire le tout en douce pour pas effrayer les Américains qui veulent investir dans son projet. Ce projet-là, d'ailleurs, c'est ça, c'est un développement immobilier dans les Docklands, là, mais c'est ça, c'est que dans les années 80, en fait, Londres, j'avoue que j'ai pas fait de la recherche, j'aurais peut-être dû, mais il y a comme eu une espèce de controverse sur l'octroi des Jeux Olympiques de 1988. Peut-être qu'on pourra la lire quand on recevra finalement notre box set des Jeux Olympiques. Donc c'est ça, il y a eu une espèce de controverse du genre Londres a mis beaucoup d'argent pour avoir les Jeux Olympiques, puis finalement ils l'ont pas eu. C'est ça, mais dans le film on le voit clairement, il est comme tu sais, on va acheter ça tout de suite parce qu'ils veulent construire le stade des Olympiques à côté, fait que faut en profiter pendant que tout coûte pas cher puis que les terrains sont pas chers parce que ça va tripler. Ce qui est pas faux, comme je vais en parler un peu plus tard, là, malgré que les Olympiques n'ont pas eu lieu. C'est ça, ils ont-tu pas eu lieu? Il me semble que oui, c'est à Calgary que ça a été. Attends. J'aurais peut-être dû faire Olympique, Londres. Faire la recherche des Olympiques de 88. 1988. Mais... Donc, c'est ça, dans le fond, Harold, il y a des casinos, mais aussi des développements immobiliers, là, puis son objectif, c'est comme de se construire proche du stade pour
pour faire de l'argent aussi. Je sais pas si c'était un casino ou des logements, là, mais c'était, tu sais, un peu de tout, je pense. C'est ça, parce que dans le fond, c'est sûr que si c'est à côté du stade, ça va pogner en masse. Ouais. C'est comme avoir un resto à côté des régates à Valleyfield. Ça fonctionne bien l'été. Donc, mais non, ben, finalement, les Jeux olympiques de 88 ont été à Séoul, parce que je sais que c'était Calgary pour les Jeux d'hiver, mais pour les Jeux d'été, c'était Séoul. Mais j'avoue que j'ai pas lu non plus sur pourquoi c'est pas Londres qui l'a eu. Mais bon, on pourra y revenir peut-être dans le coffret des Olympiques, qui sait. Peut-être qu'on va apprendre... En fait, on va apprendre beaucoup de choses dans ce coffret-là. Donc, oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Il essaie de trouver les coupables. Il y a sa femme Victoria, là, donc je l'ai mentionné un peu, qui est Helen Mirren. Puis qui va tenter justement d'amadouer les Américains, mais c'est ça, Harold va tenter de trouver les coupables et de les faire payer, puis il se rend compte qu'il est impliqué dans une histoire de financement de l'IRA, en fait le Irish Republican Army, parce qu'on n'oublie pas aussi que dans les années, même en tout cas de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90, il y a les Troubles en Irlande, donc cette espèce de guerre civile là qui divise l'Irlande du Nord et l'Irlande en général, donc c'est l'Irish Republican Army, c'est un des deux côtés en fait. L'autre, je me souviens plus comment il s'appelle, l'Ulster en fait. Je me souviens plus, on est allé en plus. Puis, on est allé, puis on a même senti là, quasiment 20 ans plus tard les tensions. À chaque fois, notre ami Yannick pourra même témoigner. Chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, là, c'était le seul sujet de conversation des gens avec nous. Même il y a un guide qui nous contait des choses dans la rue, puis il s'est fait arrêter par. Il s'est fait lancer des bêtises. D'autre qui se promenait dans la rue puis qui était comme quand t'auras fini de mentir tu pourras dire ce qui s'est vraiment passé puis bon c'est très tendu donc oui. Puis les années 80 c'est ça, c'est fin 70 début 80 ça c'est chaotique au Royaume-Uni. Bon il y a la crise des Falklands aussi qui va éclater. Ça, je pense que c'est un peu plus tard dans les années 80, mais bon, donc c'est ça. Mais non, c'est peut-être 79, en tout cas. En tout cas, mes cours d'Irlande puis d'histoire de l'Irlande et du Royaume-Uni sont quand même assez loin, mais bon. C'est ça, donc il est imbriqué un peu, bien malgré lui, dans cette histoire de financement de l'IRA, puis il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait. On vous le spoilera pas non plus. Mais c'est ça, donc c'est une espèce de crime story assez traditionnel, je dirais, mais c'est ça, britannique. On pourrait parler de nos impressions du film. Écoute, moi ça va être assez court là. Honnêtement, c'est dur à suivre comme film, puis tu l'as très bien expliqué aussi, mais c'est qu'on n'a jamais d'explication non plus. T'sais, on comprend que c'est parce qu'il manque de l'argent que tout va mal là, dans le fond, mais ça manque de motivation, ça manque d'explication. Je m'attendais un petit peu plus à la limite à du parrain ou puis c'est pas vraiment ça que j'ai eu. C'est bien, je m'attendais à plus aimer ça. Bob Hoskins est excellent, Helen Mirren aussi, mais c'est pas une histoire qui m'a tenue en haleine tant que ça, puis j'ai pas ressenti tant d'attachement non plus pour le déroulement finalement, fait que pour ma part c'est pas ça m'a pas fait une grande impression, on va le dire comme ça, donc ça va être un assez moyen 3, ce qui est déjà avec la note, moi je garde ça pour la fin d'habitude de la note. Ah non mais c'est pas grave, c'est ça, donc voilà, c'est très court mes impressions. Ben voilà, ben moi aussi, tu sais, j'ai pas vraiment tant aimé ça. C'est loin d'être un mauvais film, mais c'est ça, il y avait une barrière de la langue beaucoup trop grande, je pense. On n'avait pas de sous-titres, fait que c'était très dur à suivre. Mais bon, la musique était très bonne, c'était très funk, c'était très... je sais pas, là, c'était de la bonne musique, sortie des années 70 pratiquement. L'introduction aussi est quand même assez sympathique, une espèce de... c'est pas un plan séquence, mais l'espèce d'histoire qui se déroule puis tu comprends pas trop ce qui se passe, il y a pas grand monde qui parle. Ça se passe derrière une vitre aussi, là. On voit les gars dans l'appartement, on est dehors, puis ça se passe en dedans, mais c'est ça, on il y a pas juste ça, il y a pas, en parallèle aussi, il y a l'autre qui va au bar, puis et Colin qui va au bar, puis qui rencontre Pierce Brosnan, puis qui... Oui. Tout le kit en parallèle un petit peu là, mais c'est ça, l'introduction ça fait pas penser à un James Bond nécessairement, parce que James Bond d'habitude l'introduction est comme un peu un stand-alone, est un peu
différente, pas différente, je sais pas c'est quoi standalone en français, c'est individuel, je sais pas, ça n'a pas rapport avec le reste du film là, essentiellement. Donc c'est ça, puis j'ai bien aimé le visuel aussi du film. Tout se passe pas mal dans les docks en fait là. C'est pas le port en proprement dit, mais c'est très industriel, donc c'est pas le Londres qu'on connaît comme d'habitude. Il y a quand même quelques belles scènes, notamment quand Harold il fait arrêter des gens qui suspectent, disons, puis qui les amène dans une boucherie, qui rappelait un petit peu certaines scènes dans Mafia Inc. Qui est sorti il y a pas si longtemps, mais donc c'est ça, il suspend un peu comme des morceaux de viande, puis là il passe en interrogatoire. Donc ça c'était quand même une belle scène. La caméra aussi est comme à l'envers pendant cette scène là, donc c'est quand même pas si mal. La scène aussi de fin, la scène qui clôt le film aussi est quand même assez belle. Je peux pas vous dire ce que c'est sans vraiment spoiler, mais bon, donc voilà. Il y a beaucoup je sens que si j'avais eu des sous-titres j'aurais plus aimé ça, mais comme c'est ça, on n'a pas trouvé de version avec sous-titres, fait que ça a été assez difficile. Mais c'est ça, c'est un film qui est bien en général, mais c'est peut-être l'un des premiers films que je me demande pourquoi il fait partie de la collection là. C'est sûr que c'est une histoire qui est très contemporaine, qui a été faite dans les années en 1980-79, puis qui était très ancrée dans son époque. C'est peut-être justement un peu comme ça, c'est peut-être un peu ça qui justifie sa présence dans la collection, parce que ça reste une tranche de vie du crime organisé de Londres des années 70-80, mélangé à ça avec une trame de fond des Troubles en Irlande. Donc c'est un film contemporain au final, c'est peut-être la qualité que je lui verrais, mais c'est ça, c'est pas un film qui... Puis j'ai lu des articles qui faisaient l'éloge du film, comme quoi que le scénario était super bon et tout, mais on les comprenait pas, les phrases, les dialogues, fait que c'était bien dur. C'est dommage d'avoir à le juger par rapport au fait qu'on le comprenait pas, mais comme c'est comme ça là. On n'a pas trouvé de sous-titres, fait que peut-être qu'on le réécoutera un jour puis on va triper dessus, mais pour l'instant c'est ça, ça a pas été il nous a pas fait une très bonne impression, disons. Je pourrais parler peut-être des informations du film, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc le scénariste en fait s'est inspiré du temps où il était journaliste dans le London Stratford Express et de la couverture des frères Cray qui en faisaient. Les frères Cray en fait ils ont dirigé le East End de Londres, donc c'est ça, c'était comme un duo de frères criminels assez important. D'ailleurs, ça je le mentionne peut-être un peu plus loin là, mais à la sortie du film, c'est comment il s'appelle, Ronald Cray, donc l'un des frères, qui a envoyé une lettre à Hoskins pour saluer sa performance, comme quoi elle était très bonne. Mais bon, j'imagine, c'est vrai, effectivement, il me faisait penser un peu à Tony Soprano des Sopranos. Donc James Gandolfini. Et il y a le physique évidemment, là, mais c'est de l'attitude puis l'espèce de... Mais il avait bien, il était bien casté là, pour ce genre de rôle-là. Puis surtout, c'est son premier rôle. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est ambitieux pour le mettre en avant. Mais il s'en sort super bien. Puis je pense qu'il donne un peu vie à tout ce qui se passe autour aussi. Là. C'est mon impression, parce que le reste, c'est assez fade. Là. Il y a lui, Helen Mirren, Eddie. Puis c'est pas mal ça. Là. Le reste... c'est plus effacé, disons. Effectivement. La scène finale est muette. C'est ça, je l'ai pas mentionné tantôt, mais bon, c'est ça, j'ai pas dit c'est quoi la scène, puis je le dirai pas non plus, mais bon. La scène finale est muette, finalement, puisque le réalisateur donnait des directions à Hoskins sur quelle émotion présenter. Sans vous dire ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un plan fixe de la face de Bob Hoskins, puis qui prend comme conscience de ce qui est en train d'y arriver en ce moment. Donc c'est quand même une longue scène de 3-4 minutes au moins. Ça peut rappeler, là, je suis pas mal certaine qu'il y a pas grand monde qui auront vu ce film-là, parce que même nous, on a trouvé ça horrible comme expérience. Ça peut rappeler un peu The Gentleman. Oui. Mais oui, il y a un point par rapport à ça. Tout à fait. Aïe. Ça a été, je pourrais le mentionner tout de suite, mais la scène finale, justement, a été reprise avec le même angle de caméra dans The Gentleman. Voilà. Qui est de Guy Ritchie. C'était vraiment pareil, mais dans The Gentleman, il y a comme
il y a une autre couche là, qui est rajoutée par-dessus. C'est pas le cas ici dans On Good Friday, puis c'est tant mieux. Ouais. Mais voilà. Pour revenir sur The Gentleman, c'était pas vargeux. Helen Mirren a fortement travaillé pour que le personnage de Victoria soit plus complexe qu'il l'était au départ. Donc ils ont retravaillé justement son personnage, puis finalement, c'est ça, elle a quand même beaucoup de screen time, puis un rôle assez... je sais pas si ça a un rôle si important que ça au final, là, mais c'est quand même... Ben c'est comme son bras, c'est sa femme, c'est son bras droit, c'est elle qui va un peu séduire les gens pour les affaires, c'est elle qui les sort. Quand la bombe explose au restaurant, il dit ok ben je m'occupe de ce qui se passe dans le fond, puis tu sais va-t'en ailleurs avec eux, puis tout ça. À un moment donné on pensait qu'elle était double face, là, qu'elle allait avoir un revirement de situation. On vous dira pas... ce qui se passe dans le film, mais c'est ça, il y a quand même un petit peu plus de texture, disons, à son personnage que si c'était juste une belle fille puis qu'elle servait à rien. Ouais, exactement. On la voit jeune aussi, ce qui m'est pas arrivé souvent. Je suis aucunement familier avec ce qu'elle a fait avant The Queen, ou à peu près. Là. Donc voilà. La scène où les gangsters sont à l'envers dans la boucherie a été difficile à tourner, notamment parce que les acteurs étaient proches de tomber sans connaissance. Oui. Donc évidemment, quand t'es à l'envers, ça doit pas être super bon. Tu l'avais soulevé d'ailleurs à la oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire justement parce que c'est ça, il y a la caméra qui l'est aussi, mais en même temps, je disais j'espère qu'ils n'ont pas tourné ça trop longtemps parce que ça devait pas être, facile pas, effectivement. Il y avait la face rouge. Ouais, c'est ça. C'était pas facile. Dexter Fletcher joue aussi un jeune qui protège la voiture de Harold, en fait, là, qui se fait payer en échange de pas avoir magané sa voiture. Dexter Fletcher aussi qui avait fait une espèce de caméo dans Elephant Man quelques années avant aussi, mais qu'on connaît surtout aujourd'hui parce que c'est un réalisateur. C'est lui qui a fait Rocketman, c'est lui qui a fait Lock, Stock and Two Smoking Barrels. En tout cas, il a fait plusieurs films. C'est quand même un réalisateur assez connu au Royaume-Uni, mais c'est ça, il y a un petit rôle là-dedans aussi. Il y a eu plusieurs problèmes de distribution du film qui a été complété en 1979, mais qui n'est pas sorti avant 1980 et même un peu après aussi, ce qui pourrait expliquer peut-être les remises de prix là, puis tardé, dans les versions américaines du film, il sauve avec les définitions sur des termes britanniques reliés au crime. Là, j'ai pas exactement les titres des mots qui étaient là. On mentionne que cela aurait possiblement inspiré Tarantino dans l'ouverture de Pulp Fiction, le film qui sauve en disant c'est quoi un pulp novel. Donc c'est ça, une fiction pulpeuse. Aussi, c'est Handmade, je parlais des problèmes de distribution, c'est Handmade Film, qui est la compagnie de George Harrison qui a distribué le film, qui avait justement de la difficulté à se faire distribuer. Barry Keefe a écrit une suite, donc le scénariste du film, a écrit une suite nommée Black Easter Monday, donc on reste dans Pâques encore une fois. Mais le projet n'a jamais vu le jour. Ça peut être un peu dur à imaginer ce serait quoi une suite vu la fin du film. On vous dira pas c'est quoi, mais c'est ça. Mais il racontait que Harold se serait réfugié en quelque part en Jamaïque ou je sais pas trop quoi, puis qu'il était retraité, puis que là finalement il doit revenir à la maison pour régler une affaire. Mais bon, le projet a jamais eu lieu, donc on le saura pas. Mais bon, si jamais ça sort, ça pourra pas sortir, mais ça pourrait sortir d'une quelconque façon. Effectivement. La voix de Bob Hoskins a d'abord été doublée aux États-Unis en anglais américain, par peur que le public ne comprenne pas son accent. Par contre, il a menacé de poursuivre la compagnie qui avait fait le doublage, donc finalement ils l'ont pas appliqué au film. Ce qui est bon, j'aurais pas aimé ça non plus. J'aime toujours mieux voir un film dans sa version originale, mais ça aurait facilité un peu l'écoute. Honnêtement là, quand j'ai déjà vu des films ou des documentaires québécois qui étaient passés en France, qui étaient sous-titrés, je pense que c'est à peu près le même principe là, puis parce que les gens nous comprennent absolument pas quand on traverse là, passer les boys, disons, en France, t'es vu ça en slice, ton fromage là, voilà. C'est ça. Ben, c'est ça. Une version sous-titrée, là, ce serait vraiment bien. L'idéal, en fait. Je sais pas si sur le DVD il y a ces sous-titres-là, j'espère, mais ça pourrait être bien éventuellement, si jamais on le retrouve, de l'écouter avec sous-titres. Le scénario prédit assez bien justement la création du Canary Wharf sur les berges de la Tamise. Donc, un peu l'espèce de projet immobilier de gentrification qui s'est fait sur les berges de la Tamise. Là, je sais que Londres, finalement, a eu ses Olympiques en 2012, puis je sais qu'ils l'ont fait dans un quartier. Ils ont construit le stade dans un quartier
disons, défavorisé. Je sais pas si c'est là exactement le Canary Wharf, mais bon, aujourd'hui, effectivement, là, je pense pas que c'est concevable que les berges de la Tamise, ça soit un quartier défavorisé. Là. Aujourd'hui, c'est assez huppé, là, peu importe où tu te trouves, j'ai l'impression. Donc voilà, tu sais, il n'y avait pas grand chose en fait d'information, puis il n'y a pas grand chose non plus dans la culture populaire. On a déjà mentionné la scène finale qui avait été copiée dans The Gentleman. Mais on fait aussi référence au film dans Mona Lisa, qui met aussi en vedette Bob Hoskins, qui fait aussi partie de la collection Criterion. Et quand on l'avait posté sur le post Facebook, justement, sur la page, le groupe Facebook de Criterion, les gens nous avaient suggéré d'écouter Mona Lisa, justement. Donc, on va y arriver éventuellement. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas grand-chose vraiment en fait d'informations et de références dans la culture populaire. Puis c'est pas un film qui nous a marqué, malheureusement. Donc, moi aussi, je vais y donner 3 étoiles, ce qui ne délogera évidemment pas Le Silence des agneaux, mais c'est ça, j'aurais aimé ça. Je sens que c'est un film que j'aurais dû aimer, mais que c'est pas arrivé. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'aurais dû aimer ça, puis ça me déçoit de pas l'avoir aimé, mais qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais il en faut des comme ça aussi, je veux dire, sur 1100, 200, mais qu'on a fini à peu près, c'est sûr qu'il va en avoir qui vont nous avoir moins marqué. C'est toujours pas un 2.5, on s'est pas rendu là encore. Peut-être que ça va éventuellement arriver aussi, mais c'est ça, c'est un film qui est quand même bien, mais je pense que c'est sûr qu'on aurait gagné là, au niveau appréciation si on avait eu des sous-titres. Mais bon, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est pas mal ça. La semaine prochaine... Oui, la semaine prochaine, hein, toi, si tu le fais. Là, je suis pas seul à le faire. La prochaine fois... En fait, c'est que là, on a décidé, en fait, pour les programmes doubles, parce qu'il y a pas mal toujours au moins un programme double, en fait 2 films du même réalisateur qui se suivent dans les numéros. Donc dans la première dizaine, c'était 2 films de John Woo, dans la deuxième Samuel Fuller. Voilà, et dans cette troisième là, c'est Paul Morrissey. Vous le connaissez pas, vous allez peut-être le connaître en écoutant notre programme, mais c'est ça, désormais on va faire tous les programmes doubles, on va écouter les films consécutivement. Un après l'autre dans le fond. Parce que c'est quand même dans la tradition du cinéma, les double features, là, que ce soit avec les Midnight Movies ou en tout cas le double feature en général est quand même assez connu. Donc on a déjà vu les films, on va faire 2 courtes émissions, je pense, sur chacun d'eux, parce que c'est pas des films non plus si marquants que ça, mais bon, pour le découvrir il va falloir écouter nos 2 prochaines émissions. Donc, oui, tu voulais rajouter, effectivement, on l'avait un peu spoilé dans le dernier épisode, mais il y avait bel et bien un support dans The Long Good Friday. Voilà. On se rapproche de plus en plus du ratio 1 tiers, en fait, peut-être même de la moitié, là, ça s'en vient. Là, j'ai pas le fichier d'ouvert, mais de toute façon, comme j'ai déjà noté les 2 autres films, je veux pas aller voir parce que je veux pas spoiler autre chose s'il y en a à spoiler. Mais, on a quand même un bon ratio d'à peu près 1 sur 3. Donc, on continue. C'est complètement... On aurait pu faire ça sur n'importe quoi, mais bon, c'est juste que dans les 2-3 premiers films qu'on a vus, il y avait des supports. Il y en avait, puis c'est ça. Je me suis dit ça, mais j'avais pensé peut-être le faire là, sur les films où il y a des conversations au téléphone, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose qui arrive souvent. Là, mais non, mais ça, on le fera pas. On va garder les cintres, puis au pire, on changera après 5 ans. Je vais continuer quand on les réécoutera. Ouais, c'est ça, dans 8 ans, là, à peu près. Non, mais c'est quand même pas si pire. Mais c'est ça, donc les 2 prochaines émissions sur Flesh for Frankenstein et Blood for Dracula. 2 films de monstres. Deux films d'horreur spéciaux, disons-le comme ça, des années 70. Donc, pour en apprendre plus, soyez des nôtres lors des 2 prochaines émissions. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour celui-là. J'espère qu'on vous a pas trop découragé à écouter The Long Good Friday, parce que les gens ont quand même des bons commentaires dessus, mais trouvez une version avec sous-titres, puis ça devrait bien fonctionner. Donc, merci d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve pour notre programme double. Merci. Merci.